On disait les maires n'en peuvent plus, ne veulent plus se représenter aux élections, c'est devenu trop lourd administrativement, avec aucune reconnaissance. Alors je les interroge et une chose qui me frappe vraiment très vite, c'est de voir à quel point tous les maires racontent plus ou moins la même chose. Quelle que soit leur couleur politique ou leur âge ou leur expérience, ils ont l'impression, et un jour c'est un maire du Nord qui utilise cette expression, il me dit on est les boniches de la République. Gauthier Vaillant est journaliste politique au quotidien La Croix. Depuis le mois d'octobre 2019 et jusqu'aux élections municipales 2020, il a sillonné la France à la rencontre des maires. Dans les Alpes, en Bretagne ou dans le nord de la France, il a découvert la difficulté de leur mission, voire leur détresse, mais aussi la passion qui les anime. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'une enquête ou d'une rencontre. Ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. Vous écoutez la 3e saison de L'Envers du récit. Je m'appelle Gauthier Vaillant, je suis journaliste à La Croix depuis 2013. J'ai travaillé au service web du journal, puis au service religion pendant plusieurs années. Et en septembre 2019, j'arrive au service politique. Service politique, une petite équipe de 5 personnes, inclus dans un service France, qui est une plus grande entité, et au sein de laquelle j'avais candidaté pour m'occuper du suivi de l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République et le gouvernement. On me prend à ce poste, formidable. Et en fait, on m'a annoncé juste avant l'été que j'allais pas tout de suite m'occuper de cette rubrique, mais que j'allais commencer par un grand projet qui n'avait rien à voir, dans la perspective des élections municipales, qui devaient donc avoir lieu en mars 2020. J'arrive dans ce service, et on m'explique que je vais passer 6 mois sur le terrain. On utilise le mot immersion, le mot itinérance. L'idée, c'est que je passe 6 mois à la rencontre des maires pour voir ce qu'ils vivent au quotidien. En gros, la feuille de route n'est pas plus précise que ça. D'ailleurs, on finit même par me dire, parce que j'avais beaucoup de questions, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, où est-ce qu'il fallait que j'aille, quel maire, des grandes villes, des villages, quelle couleur politique. Et mon chef de service finit par me dire tu pars un premier mois, au mois d'octobre, gratuitement. Alors là, il faut mettre des guillemets à gratuitement. Ce que ça veut dire, c'est qu'on me dit tu peux partir un peu où tu veux, voir qui tu veux, sans avoir besoin de rendre régulièrement dans un premier temps des articles. Mais je sais très bien qu'à la fin du mois en question, il va falloir commencer à envoyer des choses. Mais bon, on me laisse un petit peu carte blanche pour m'organiser comme je veux. Et c'est comme ça qu'un matin du début du mois d'octobre 2019, je me retrouve à la gare de Brest. J'avais choisi de commencer par la Bretagne parce que je pouvais aller où je voulais, que j'ai passé une partie de ma jeunesse en Bretagne et que ça me faisait plaisir d'y retourner. Et j'avais donc calé comme ça pour cette première semaine de reportage des rendez-vous avec un certain nombre de maires. Alors j'avais essayé de panacher puisque on me laissait carte blanche. J'avais trouvé une ville assez grande d'environ 15 000 habitants dans la banlieue de Brest, des petits villages ruraux sur la côte, à l'intérieur des terres. Voilà, certains qui vivent du tourisme, d'autres de l'agriculture. J'avais essayé de faire comme ça un petit melting pot de communes. Et j'avais organisé ma semaine en fonction des disponibilités des maires. Parce que la première découverte que j'ai faite au sujet des maires, c'est qu'ils sont super difficiles à contacter. Si vous n'avez pas leur numéro de portable, ça veut dire qu'il faut appeler la mairie. Vous tombez sur une secrétaire de mairie qui vous dit oui, qui prend note, mais bon... Un journaliste qui arrive de Paris, en plus sans trop de raisons claires, autres que je voudrais rencontrer le maire pour qu'il me parle de sa vie quotidienne. C'est pas forcément la priorité, alors il faut relancer, c'est compliqué. Et une fois que vous avez obtenu un accord de principe pour un rendez-vous avec un maire, il faut trouver un créneau dans son agenda. Et en fait, un maire, même dans un petit village, il est débordé tout le temps. Et donc, je m'en vais rencontrer mes premiers maires. Les premières villes que j'ai visitées, c'était Châteaulin, qui est sur la côte du Finistère, au sud de Brest. J'ai rencontré un maire agriculteur, non loin de là, dans l'intérieur des terres. J'ai rencontré le maire de Carhaix aussi,
l'ancienne égérie des bonnets rouges, et puis donc un maire de la banlieue de Brest, qui était aussi vice-président de la métropole. Ça faisait des profils assez variés. Je commence à mener des entretiens tous azimuts. Je pars un peu dans tous les sens, puisque je ne sais pas exactement de quelle manière je vais m'en servir à ce stade. Mais j'ai quand même quelques idées derrière la tête, notamment le fait que le contexte dans lequel on m'a envoyé faire ce reportage, c'est bien sûr la perspective des élections municipales, mais c'est aussi un moment où on parle beaucoup des maires comme d'une catégorie d'élus en difficulté. L'été juste avant, un maire est mort, le maire de Signes, est mort accidentellement en essayant d'empêcher un habitant de sa commune de procéder à une décharge sauvage. Ça avait beaucoup ému le pays, et les maires avaient dit, très nombreux, voilà, que l'exercice de ce mandat était très difficile parce que effectivement, on prend des risques. Les relations avec les habitants sont parfois compliquées, voire hostiles. Il y a une lourdeur administrative énorme, beaucoup de responsabilités qui pèsent sur les épaules des maires. Et tout d'un coup, on s'était un peu réveillé, surtout à Paris ou dans les grandes villes, en disant ah mais ces maires de petits villages font un travail difficile. Et donc il y avait tout ça quand même en toile de fond de ce projet. Et c'est pour ça que j'avais identifié une question que j'ai commencé à poser à tous les maires que j'ai rencontrés, qui était qu'est-ce qui vous empêche de dormir ? Je sais pas, j'avais identifié ça avec quelques collègues, on trouvait que la formule était bonne et qu'elle pourrait appeler des réponses un peu intéressantes. Et c'est là, cette première semaine de reportage dans le Finistère, que j'ai entendu des choses qui ont été un peu un choc pour moi pour la première fois, parce que je découvrais vraiment ce que c'était qu'être un maire aujourd'hui en France. Et quand je pose cette question, qu'est-ce qui vous empêche de dormir ? Un maire me répond, un traumatisme, et me raconte comment un jour où il était chez lui, il dormait, c'était la nuit, il avait coupé son portable parce qu'il était jeune maire et qu'il estimait que voilà, il avait le droit de dormir en paix. Et il a été réveillé par des sirènes de police et des gens qui tambourinaient à sa porte pour le prévenir qu'un incendie avait éclaté dans un immeuble de sa ville, dans lequel une jeune fille de 13 ans était morte. Et le fait de ne pas avoir été joignable à ce moment-là, de ne pas avoir été présent au moment de ce drame, l'avait traumatisé, enfin l'avait bouleversé. Et pourtant, il me disait, je sais bien que ça aurait rien changé si j'avais été là. Mais cette irruption de la mort, en plus chez lui... avec cette scène, les gyrophares par la fenêtre, l'avait vraiment touché. Et depuis, d'ailleurs, il laissait son portable allumé la nuit. Il m'avait raconté ça. C'était un jeune maire très dynamique, responsable du Parti socialiste dans le Finistère, ambitieux qui s'assume. Et à ce moment-là de l'entretien, il y a une lourdeur qui s'était installée. Et il avait fini par verser discrètement une petite larme. Et ça m'avait beaucoup frappé parce que je crois que c'était le deuxième maire que je rencontrais. Et je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi intime, aussi vite. Le lendemain, je vois un autre maire, pas du tout du même style d'ailleurs, les deux ils se connaissaient, ils ne s'appréciaient pas vraiment. Pour le coup, un vieux routard de la politique, ancien compagnon de route de François Bayrou, gouailleur, plein d'humour, chaleureux, très, très sympathique. Et donc on avait un entretien très détendu. Je lui pose la même question dans l'entretien. Et lui aussi, tout d'un coup, s'est mis à me raconter un drame épouvantable. Comment il avait dû un jour aller annoncer la mort de son épouse au mari. La dame était morte en se noyant, en se baignant sur la plage. Et il avait dû aller annoncer... alors il commence à me dire... je suis allé trouver le gars, il jouait aux boules avec ses copains sur une place du village... Tous les autres ont compris qu'il y avait quelque chose qui clochait quand ils ont vu le maire arriver comme ça, et lui, il n'a pas compris. Alors je lui disais, il est arrivé quelque chose à ta femme. Et lui, il me disait, mais ça va aller, ça va aller. Et moi, je lui répondais, bah non, je crois pas que ça va aller. Et enfin voilà, il me raconte cette histoire comme ça, d'une manière très vivante, et je sentais bien que le souvenir chez lui était très vivace. Et après, une fois que cette anecdote a été terminée, l'entretien a repris un cours, on va dire, plus enjoué. Mais cette parenthèse était très forte, et c'est là que j'ai compris que c'était pas juste le premier maire, mais le suivant aussi. Et beaucoup d'autres après m'ont raconté des histoires similaires. Et ça a été vraiment la première chose qui m'a saisi, c'était cette présence de la mort
cette confrontation avec la mort, avec des drames humains, familiaux, que rencontraient beaucoup de mères et qui les marquaient très profondément. Il y en a beaucoup qui en parlent comme la chose qui les aura marqués négativement, en tout cas dans l'exercice de ce mandat. Au-delà de cette question de la mort, très vite, je développe le sentiment, en parlant avec les mères, qu'en fait, en général, ils ont envie de parler. Peut-être même qu'ils en ont besoin. D'ailleurs, je reçois souvent un très bon accueil quand je leur explique que je suis un journaliste de la Croix qui vient simplement pour qui me raconte leur quotidien. En fait, personne ne fait jamais ça avec eux. On vient voir les mères pour des sujets précis, des sujets techniques sur lesquels on veut des réponses rapides, efficaces, ou pour se plaindre. Mais personne ne leur demande jamais vraiment ce qu'ils vivent. Ils apprécient que je leur pose la question parce qu'ils ont beaucoup de choses à raconter. Et c'est là que je peux entrer un peu dans le détail de cette détresse des mères dont on avait beaucoup parlé quelques mois avant que je commence cette série de reportages. On disait les maires n'en peuvent plus, ne veulent plus se représenter aux élections, ils vont tous jeter l'éponge, c'est devenu trop lourd administrativement, trop chronophage, avec aucune reconnaissance, des relations compliquées avec les administrés. Alors je les interroge là-dessus, tous ceux que je rencontre. Et une chose qui me frappe vraiment très vite, c'est de voir à quel point tous les maires racontent plus ou moins la même chose. Non pas que les entretiens soient répétitifs, mais les grandes lignes de fond sont les mêmes, dans une petite ville, dans une grande ville, dans un village rural. Quelle que soit leur couleur politique ou leur âge ou leur expérience, ils ont l'impression, et un jour c'est un maire du Nord qui utilise cette expression, près de Lille, il me dit on est les boniches de la République. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment que toutes les tâches ingrates leur incombent, et parfois, c'est vraiment du détail. Un jour, je rencontre un maire agriculteur, c'était encore en Bretagne, je crois, qui me raconte comment un jour, il a dû lui-même aller déblayer un tronc d'arbre qui s'était couché en travers de la route d'entrée au village. Voilà, les maires font toutes ces petites tâches logistiques, gérer les coupures de courant, les fuites, les problèmes liés au ramassage des déchets, toutes ces choses-là du quotidien sont pour eux. En même temps, leurs administrés viennent les voir un petit peu pour tout. Merci. Et vous prenez bien. Un jour, je suis en Île-de-France. C'était pendant la grève, parce que arrive le mois de décembre et les grandes grèves des transports. Alors j'aime autant vous dire que faire le tour de France à la rencontre des maires quand il n'y a plus de transport, c'est pas simple. Alors à ce moment-là, au mois de décembre, je décide de travailler un peu autour de Paris. Et je rencontre un maire qui s'apprête à publier un livre, Pierre-Emmanuel Bény il s'appelle. Il s'apprête à publier un livre dans lequel il raconte son mandat, son unique mandat, et pourquoi il se représente pas. Il a été élu, il n'avait pas 30 ans, et 6 ans plus tard, il veut plus en entendre parler. Et il a des anecdotes dans tous les sens de choses consternantes qui lui sont arrivées. Il me dit, vous savez, un jour, la communauté de communes a décidé de changer les poubelles, le type de poubelle, les bacs, pour le ramassage. Bon. Sauf qu'ils ont supprimé, ils ont enlevé les anciennes poubelles et ils ont mis une semaine avant de remettre les nouvelles. Et je lui dis, mais vous y êtes pour rien. Il me répond, mais non, mais ça, les gens ne le savent pas. Donc, 48 heures plus tard, il y avait des poubelles plein mes rues, et les gens venaient me voir à la mairie en disant c'est un scandale, les rues sont dégueulasses, vous faites pas votre boulot, c'est vous qui devez ramasser les poubelles. Et il me raconte à ce moment-là qu'il est vraiment en colère parce que à la fois il comprend très bien la colère et l'impatience des gens qui se retrouvent à vivre au milieu d'un dépotoir, et en même temps il a pas les clés, c'est pas lui qui décide. Donc évidemment, il passe des coups de fil courroucés à la communauté de communes, à la préfecture. Il essaye de faire avancer les choses le plus vite possible. Mais il me dit, voilà, typiquement le genre de choses qu'on vit, et on est face à l'hostilité, au mécontentement de nos administrés pour des choses sur lesquelles on n'a pas la main. Et en réalité, des anecdotes comme ça, tous les maires que j'ai vus en ont des tas. Mais en même temps que je découvre l'ampleur de
du travail et de la responsabilité que c'est d'être maire, même dans un petit village, et les difficultés qu'ils expriment, je me rends compte en même temps qu'ils aiment vraiment ce qu'ils font. C'est très étonnant là aussi, de la même manière qu'ils décrivent les mêmes problèmes, ils décrivent aussi les mêmes motifs de satisfaction. Ce sentiment d'être proche des gens, d'être efficace, de pouvoir améliorer concrètement leur vie quotidienne, leur qualité de vie. Quelle que soit la taille de la ville ou leur expérience, leur parcours politique, ils aiment ça. Ils aiment notamment la diversité de ce qu'ils sont amenés à faire comme maire. Paradoxalement, parfois, les moments les plus difficiles sont aussi ceux où ils se sentent le plus utiles. J'ai accompagné sur une journée la maire de Denain, Annelise Dufour, une maire socialiste cette ville de 20 000 habitants de la banlieue de Valenciennes, qui est une des villes les plus pauvres de France, sinistrée dans les années 80 par la désindustrialisation. Beaucoup de pauvreté, beaucoup de chômage. Et je l'ai accompagnée sur une journée qui était un samedi. Le samedi matin, toutes les semaines, elle reçoit pendant 3 heures des habitants de la ville sans rendez-vous. Ils viennent pour demander quelque chose, vient qui veut. Ils font la queue dans un couloir. Ils rentrent dans son bureau et ils expliquent pourquoi ils sont là. Pour moi, c'était bouleversant. J'étais assis dans un petit coin du bureau, j'essayais de me faire discret parce qu'on m'avait donné la permission de rester et d'assister à ces entretiens qui sont quand même très confidentiels. Les gens qui viennent, ce matin-là, il y en a eu une dizaine, dans des situations comme ça, ne viennent quasiment que les gens qui sont en situation de très grande fragilité et qui viennent appeler la maire au secours parce que ils ont plus de logement, ils sont à la rue, ils ont plus d'argent, ils ont plus de quoi manger. À un moment, il y a 2 frères qui rentrent. Impossible de leur donner un âge, peut-être 50 ans. Et en fait, ils commencent à expliquer à la mère que l'un des 2 frères, qui est illettré, habite dans une maison qui est la maison de ses parents et qu'elle est plus ou moins en train de s'écrouler. En tout cas, il a reçu un arrêté d'expulsion et il comprend pas trop pourquoi. Il sort des liasses de papier en pagaille, il n'y a rien qui est classé, il pose tout ça sur le bureau et la mère commence à regarder. Et moi, j'ai pas de vue directe sur le bureau parce que je suis dans un petit coin. Mais je vois que la mère écarquille les yeux en voyant les photos et comprend qu'effectivement, ce monsieur, il vit dans une maison qui est une ruine, mais qu'il a nulle part ailleurs où aller. Un monsieur qui a jamais travaillé, santé très fragile. Et je vois bien qu'elle est bouleversée par ce qu'elle voit. Et à un moment, elle regarde des photos et elle dit « Mais vous avez un trou dans la toiture, là, monsieur ?» Et le gars répond « Non, mais c'est pas vraiment un trou, madame le maire, c'est que avant en fait, là, il y avait la cheminée, puis maintenant, il y est plus. » Je sens à cette réponse, la mère, elle est un peu désemparée. Alors, elle les écoute, et puis quand l'entretien se termine, ils sortent. Et là, il y a un petit blanc dans le bureau, il y a que la mère, avec une de ses collaboratrices et moi. Et elle dit « Vous voyez ça, des comme ça, on en voit tous les jours. » Je lui demande ce que du coup elle comme mère elle peut faire dans un cas comme ça. Elle me dit qu'elle va essayer de pousser une demande de logement social du mieux qu'elle peut pour essayer de lui trouver une solution. Mais quand cette séance est terminée, où tous les entretiens de la matinée sont sur ce mode-là, elle me dit le samedi soir c'est sûr que je dors pas très bien, mais c'est là que j'ai vraiment l'impression d'aider les gens. Elle me dit, vous savez, dans ce bureau, parfois on a sorti des paquets de gâteaux des placards pour des gens qui avaient plus rien à manger. Ce sentiment de pouvoir aider les gens à trouver un logement, éventuellement parfois à retrouver du travail, à avoir une vie digne. Cette mère, elle distribuait des bons alimentaires, elle essayait d'organiser des choses pour que la commune emmène les enfants en vacances. C'est tout ça d'être mère aussi. Et à travers elle, dans ce cas extrême de ville très pauvre, je vois vraiment à quoi ça sert un maire. Malgré toutes les difficultés que ça n'efface pas, pourquoi ils continuent d'être attachés à ce qu'ils font. C'est ce sentiment d'aider les gens. Je continue mes reportages, j'essaye d'aller un peu partout en France au cours de l'hiver. Je suis allé dans le Périgord, je suis allé en Sologne, et je suis allé en montagne dans les Alpes. Et normalement, mon projet doit se continuer jusqu'aux élections elles-mêmes, où d'ailleurs j'ai prévu d'être sur le terrain le jour du vote lui-même. Sauf que à partir de la mi-février, il y a une petite musique qui commence à jouer dans l'actualité, qui s'appelle le Covid-19. Et à un moment, je comprends que parler de la vie quotidienne des maires, ça va plus rester la priorité longtemps. Et effectivement, tout ça se percute.
Et au final, mon dernier reportage, c'est la couverture du premier tour des municipales le dimanche 15 mars 2020 à Compiègne, ville que je choisis évidemment parce que c'est dans cette région, dans l'Oise, que les premiers cas sont apparus. C'est le premier département confiné du pays. Et ça se termine comme ça. Une chose que j'en retire qui m'a marqué comme journaliste de cette expérience, c'est d'avoir été obligé de mesurer à quel point il est difficile de lutter contre ce fameux éloignement entre Paris et la province. Pour moi, c'était presque une claque par moment. Moi, j'ai grandi en province et en arrivant à Paris, je me suis toujours juré que je ne deviendrais jamais un Parisien déconnecté qui regarde la province de haut, qui ne sait pas comment les gens vivent ailleurs en France. Et fréquenter les maires comme ça qui me racontaient ce que c'était que de vivre au quotidien dans un petit village rural ou en montagne m'a forcé à réaliser à quel point, même avec beaucoup de bonne volonté, c'est difficile de lutter contre ce décalage. L'exemple type, c'est la voiture. Et ce qui est très frappant, c'est aussi de voir comment les maires, quand ils voient un journaliste de Paris arriver, présument qu'il va avoir une vision décalée de ce que c'est que la réalité. Sur la voiture, quasiment tous les maires que j'ai rencontrés dans des petits villages ruraux, ou un peu excentrés par rapport aux grandes villes, en général, au bout de 5 minutes, alors que je leur avais pas posé la question, ils me disaient vous voyez bien qu'ici, se passer de la voiture, c'est quand même un peu difficile. Comme s'ils s'attendaient à ce que je les juge parce qu'ils utilisaient la voiture, alors que quand même, ils pourraient prendre le bus ou le métro. Alors bien sûr, derrière tout ça, il y a la crise des gilets jaunes qui a fait son effet. Il y a effectivement les réflexions qu'on a dans les villes sur ce qu'on appelle les mobilités douces, l'écologie, la transition écologique. Et ça m'a vraiment frappé de voir à quel point ils sentaient le besoin, les maires qui sont ces ambassadeurs de ce que vivent les gens dans la ruralité, dans les territoires, ce que ces ambassadeurs avaient besoin de dire à quelqu'un venu de Paris qui représente pour eux le monde médiatique. Ce besoin de dire voilà comment on vit et voilà les choses dont on ne peut pas se passer. Maintenant, c'est vrai que la difficulté dont j'ai conscience comme journaliste, c'est qu'un projet de reportage de long terme comme ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en permanence. On ne peut pas être tous sur les routes toute l'année. Alors, j'ai pas encore la réponse à la manière dont on pourrait essayer d'être toujours plus sensible à la réalité du quotidien partout en France, chez tous ces gens dont on est chargé de parler. Mais je crois que c'est une réflexion dont nous, les journalistes, nous ne pouvons pas faire l'économie. Les reportages écrits par Gauthier Vaillant lors de son tour de France à la rencontre des maires sont à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Le lien est dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous avez aimé ce podcast ? Découvrez l'actu traitée autrement avec La Croix. Toutes nos offres d'abonnement sur la-croix.com/abonnement.